Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un concept assez intrigant, les usines d'IA. Oui, bonjour. Un terme qui fait un peu science-fiction, mais qui est bien réel. Exactement. Pas des usines avec des cheminées, hein, mais des centres qui, en quelque sorte, fabriquent de l'intelligence. C'est ça l'idée. Pour en parler, on a regardé pas mal de choses. Des documents politiques européens, des communications d'entreprises tech, de la recherche académique sur l'IA dans l'industrie et même en architecture. Un sujet vaste, effectivement. Notre objectif, c'est de comprendre ce que sont ces usines, pourquoi elles émergent maintenant et comment elles pourraient bien changer la donne pour la production, la conception, l'innovation en général. Alors, par où commencer? Bah, la base peut-être. Qu'est-ce qui différencie vraiment une usine d'IA d'un simple centre de données classique? C'est une très bonne question pour commencer. La différence clé, c'est la spécialisation. Un data center, bon, ça gère plein de tâches informatiques différentes. D'accord. Une usine d'IA, elle est optimisée à fond pour une seule mission: produire de l'intelligence artificielle, et à très grande échelle. Produire de l'intelligence. Et on mesure ça comment? Alors, l'unité de mesure, si on veut, ce sont les jetons d'IA. Il faut voir ça comme les briques élémentaires générées par l'IA. Les jetons. Oui, que ce soit un mot dans un texte, un pixel dans une image, une prédiction. Chaque jeton, c'est une unité de base de cet output intelligent. C'est ça qu'on cherche à maximiser. D'accord, c'est plus clair. L'idée de jeton comme produit, c'est parlant. Et concrètement, il y a quoi dedans plus que des serveurs normaux, j'imagine? Ah oui, absolument. Le cœur du réacteur, ce sont des supercalculateurs, mais pas n'importe lesquels. Ils sont gavés de GPU. Les fameuses puces graphiques. Exactement, ces processeurs spécialisés qui sont hyper efficaces pour les calculs massifs parallèles nécessaires à l'IA. Mais attention, ce n'est pas que le matériel. Ah, zzz. Quoi d'autre? C'est tout un écosystème. Il faut aussi des montagnes de données pour entraîner et affiner les modèles. Et, très important, le capital humain. Les experts, les chercheurs. Voilà, chercheurs, ingénieurs IA, des PME innovantes qui développent des applications. C'est cette combinaison matérielle de pointe, données massives et cerveau qui fait l'usine d'IA. D'accord, donc une infrastructure complexe et un écosystème autour. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette accélération soudaine? C'est juste que la techno est prête? La techno joue, bien sûr. Les puces sont plus puissantes, les algorithmes plus affinés. Mais il y a aussi une explosion de la demande en calcul IA, Ah oui. surtout pour ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation concrète des modèles IA une fois qu'ils sont entraînés, pour faire des prédictions, analyser des images en temps réel. Et ça consomme beaucoup. Énormément. Souvent même plus que la phase d'entraînement initiale. Et puis, il y a les fameuses lois d'échelle en IA. C'est-à-dire? En gros, plus on met de puissance de calcul et de données dans les grands modèles, plus ils deviennent intelligents, de manière parfois surprenante. Donc ça pousse à construire plus gros, plus puissant. D'accord, logique technique. Mais j'imagine qu'il y a aussi une dimension stratégique, non? La compétition internationale. Tout à fait. C'est même un moteur essentiel. L'Europe, par exemple, voit ces usines comme un moyen de renforcer son autonomie stratégique et sa compétitivité face aux US et à la Chine. C'est là qu'intervient l'initiative Euro-HPC-JU. Exactement. L'entreprise commune européenne pour le calcul haute performance. Elle finance et coordonne la mise en place d'un réseau de supercalculateurs de pointe accessible en Europe. L'idée, c'est de soutenir les acteurs locaux? Oui, notamment les startups et les PME qui n'ont pas les moyens de se payer une telle infrastructure. Et puis, il y a une pression générale du marché pour accélérer la mise sur le marché, le fameux time to value. Il faut aller vite de l'idée à l'application. Et cette initiative européenne, elle est concrète. J'ai lu qu'il y avait déjà 7 premières usines annoncées. Oui, c'est lancé. En Finlande, Italie, Espagne, Allemagne, France, Pologne, avec des investissements annoncés assez conséquents. On parle de milliards d'euros à terme. Et Euro-HPC-GU, son rôle, c'est quoi exactement là-dedans? Fournir les machines? Fournir l'infrastructure de supercalcul, oui, et cofinancer ces usines d'IA. Mais aussi s'assurer que l'accès soit facilité pour les PME et les startups. Et un point important, promouvoir une IA dite de confiance. C'est-à-dire éthique, fiable? Voilà, alignée sur les valeurs et les régulations européennes, comme le récent AI Act. Bon, alors, parlons concret. On fabrique quoi avec toute cette intelligence? L'industrie, ça semble un domaine d'application évident. Oui, et les résultats sont parfois impressionnants. On a des exemples où la précision de robots pour des tâches de saisie et dépose, le pick and place, passe de, disons, 60% à plus de 95%. Ah oui, c'est un saut énorme. C'est un saut qui change tout. Ça rend l'automatisation possible pour des tâches qui demandaient avant une dextérité quasi humaine.
Ça peut redéfinir l'économie de certaines productions. Et à part les robots? Maintenance prédictive des machines, contrôle qualité automatisé par vision, optimisation de la logistique, véhicules autonomes, les applications industrielles sont vraiment nombreuses. C'est là que ça devient vraiment intéressant quand on voit l'impact concret. Mais ça ne touche pas que l'industrie, si. Nos sources parlaient aussi d'architecture. Effectivement, l'IA générative peut explorer des formes, des structures architecturales complexes, par exemple, générer des designs basés sur des géométries complexes comme les dodécaèdres rhombiques pour créer des modules de construction innovants, des choses difficiles à concevoir classiquement. Fascinant. Et dans les services? Là, c'est l'explosion. Traduction automatique qui dit en vraiment fluide. Génération de textes, d'images, de vidéos. On pense aussi à l'assistance au diagnostic médical, à la robotique de service. Et tout ça s'améliore tout seul, c'est ça, cette idée de boucle de données. C'est un point clé, oui. Le data flywheel. Les modèles sont déployés, ils interagissent avec le monde réel ou les utilisateurs, génèrent de nouvelles données. Qui servent à les réentraîner, à les améliorer. Exactement. C'est un cycle d'apprentissage continu. Ce qui est crucial, c'est d'avoir une approche structurée pour que ça marche bien, en combinant la connaissance du domaine, les données et les bons modèles. Certaines études montrent des précisions incroyables, genre 99% pour du diagnostic de machine, quand c'est bien fait. Impressionnant. Mais bon, ça semble presque trop parfait. Il doit bien y avoir des défis, des obstacles. Ah oui, et ils sont nombreux. Déjà, l'accès pour les PME. Même si c'est l'objectif, la bureaucratie, la complexité technique peuvent rester des freins. La consommation d'énergie aussi, j'imagine, hein. Évidemment, ces supercalculateurs sont très gourmands. L'efficacité énergétique s'améliore, mais ça reste un enjeu majeur, environnemental et économique. Et puis, il y a les puces elles-mêmes, les GPU. Oui, c'est un point critique. Il y a une dépendance forte vis-à-vis de quelques fournisseurs, Nvidia en tête. Et on voit des tensions géopolitiques autour de l'accès à ces technologies de pointe, avec des restrictions possibles. D'autres points de friction. Mais attirer et retenir les talents en IA, c'est la guerre mondiale. Ensuite, la qualité et la disponibilité des données. C'est le carburant de l'IA. Le RGPD, ça complique les choses en Europe. Ça ajoute une couche de complexité, c'est sûr. Même si l'objectif de protection des données est légitime, il faut trouver le bon équilibre. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi développer une infrastructure cloud européenne souveraine, en complément de ces supercalculateurs. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord, donc pour résumer, si on veut, les usines d'IA, ce n'est plus de la science-fiction, ça devient une infrastructure clé, un peu comme les routes ou l'électricité au siècle dernier. C'est une bonne analogie. Une infrastructure qui produit cette nouvelle ressource, l'intelligence artificielle, et qui commence déjà à transformer plein de secteurs, de l'industrie au design. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Je vous écoute. Au-delà de l'efficacité industrielle ou de la compétition économique, on pourrait se demander comment cette capacité nouvelle, cette capacité à fabriquer de l'intelligence à une échelle jamais vue, comment est-ce que ça pourrait changer la nature même de l'innovation et la façon dont on aborde les grands défis, qu'ils soient scientifiques ou sociétaux. Une question vertigineuse pour terminer. De quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.